Il y avait au moins 2 boulangeries sur les 3 qui pouvaient nous suivre. Nous, on avait fait nos calculs, on est sûr de nous. On était rentable au bout de moins de 3 ans. On n'allait pas louer un terrain pour mettre juste un distributeur. Il n'y avait pas d'arrivée d'électricité. L'investissement de la machine, ça vaut dans les 5 000 euros. Les frais d'installation dans les 3 000. Du coup, elle a appelé son mari jusqu'à me faire sortir de la boulangerie, quoi. Et je vais pas faire durer le suspense. Je me suis fait éclater. Et je vais faire un petit clap. C'est bon pour moi. Bah, claque dans tes mains. Ouais. Là, comme ça. C'est bon. Là. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Alors ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bah, ça nous fait plaisir aussi. D'habitude je parle plutôt de finances personnelles, de la bourse et des investissements en général sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat et de revenus passifs, parce que finalement entreprendre c'est un peu investir sur soi-même. Absolument. Il y a quelques années vous êtes lancé dans un projet un peu fou, celui de mettre en place un distributeur de pain automatisé. Vous allez nous raconter de ça dans quelques minutes. Mais avant tout ça, comment ça va? Et est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous écoutent? Vas-y, je t'ai riche, je t'en prie. Merci, c'est gentil. Donc ici, on est les bâtisseurs d'indépendance. Ça, c'est notre identité numérique, on va dire. Mais moi, du coup, c'est Terry, le deuxième. Et on s'est lancé dans un projet fou. Mais d'abord, je vais laisser Hugo se présenter. Et on vous dira ça juste après. Ouais, du coup, moi, c'est Hugo. Je suis actuellement étudiant dans un master innovation près de Lyon. Je suis également entrepreneur. J'ai une boîte qui s'appelle Sillage, qui fait du mobilier sur mesure au design industriel. Voilà. Trop bien. Et c'est vrai que du coup, on s'était parlé il y a un an, on avait parlé de finances personnelles, de bourse, et on avait appris à faire connaissance. Et une des idées que vous aviez lancées, ou un projet que vous aviez lancé, et que j'avais trouvé super intéressant, c'était de créer un distributeur de pain. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça sort de l'ordinaire et c'est un bon moyen, pourquoi pas, de se faire un revenu passif, parce que pour pouvoir investir en bourse, il faut déjà gagner de l'argent. J'avais trouvé l'idée intéressante, je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast. Est-ce que vous pourrez nous dire un peu plus comment vous est venue cette idée de distributeur de pain? C'était quoi l'idée à la base? Ah, il y a tout un storytelling là-dessus. C'est assez long en fait à expliquer, mais pour faire court, on avait une idée beaucoup plus ambitieuse, c'est de mettre des produits de première nécessité sur le campus où on était nous. Parce que on avait des besoins, forcément, mais tout ce qui se trouvait être les premières nécessités, donc tu vas dire, je sais pas moi, des serviettes hygiéniques, du papier toilette, tu vois, les choses vraiment très basiques, ça se retrouvait assez loin. Donc tu étais obligé de prendre soit le bus, soit la voiture pour t'approvisionner. Donc tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu consommes aussi puisque tu utilises de l'essence. Et on s'est dit, pourquoi ne pas amener ça directement aux étudiants? Sauf que tu vois la complexité un peu du projet, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Donc on s'est dit, on va faire le même projet, mais découpé. On commence par quelque chose de plus simple, un truc monoproduit. Donc c'est là qu'on a pensé au pain, puisqu'on est français, hein, forcément. D'ailleurs, c'est dans ton nom, Baguette Finance. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas fait le rapprochement. Ouais, je l'ai fait aujourd'hui grâce à Chloé, ça m'a fait rire. Oh putain, c'est excellent. Le destin, mais c'est fou. Mais effectivement, et ce qui nous avait nous tenté dans le distributeur de manière générale, que ce soit du pain ou les produits de première nécessité, c'était cette histoire d'automatisation en fait, de décorréler notre temps du gain qu'on pouvait en retirer, donc financier. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, c'est à l'époque quelque chose qui nous posait question. C'était, on voulait augmenter notre capacité d'épargne et donc par définition notre capacité d'investissement. Et le meilleur moyen pour ça, c'était de créer éventuellement un business. Et le mieux encore, c'est de décorréler carrément son temps de ce que tu gagnes. Et l'automatisation était pas mal là-dessus. Donc ça nous est venu un peu comme ça. Il y a une raison de pourquoi le pain, mais je me rappelle plus exactement, Thierry, on a dû le dire dans notre podcast. Ouais, je pense que c'est parce que c'était simple et puis on connaît. C'est un produit qu'on connaît bien. Je pense que c'est juste ça. Ouais, si, c'est aussi parce que dans ma ville où moi je suis originaire, il y avait 3 boulangeries, mais il n'y avait pas de distributeur de pain à l'intérieur. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi d'avoir un distributeur quand il y a 3 boulangeries? Effectivement, pas grand-chose. Mais moi j'avais trouvé en fait un endroit qui potentiellement pouvait être hyper intéressant. Et c'est comme ça que du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, vas-y, on essaye. Et du coup, voilà. Et du coup, l'emplacement, c'était pas forcément celui que tu avais en tête pour les étudiants. Parce que
Il y avait Non, pas du du tout. coup le campus où vous voulez mettre ce distributeur de produits de première nécessité. Ça s'est pas fait. Vous avez eu cette idée de distributeur de pain, mais c'était plus du tout le même projet dans le même endroit, c'est ça? C'est ça exactement. Voilà, c'est ça, ouais. En fait, le distributeur de pain, sur le campus, il aurait probablement pas du tout marché parce qu'il n'y avait Ouais. pas assez de clients potentiels. Ouais. Comment est-ce que vous avez déterminé si le projet était viable? Comment est-ce que vous avez fait pour trouver que cet emplacement était mieux qu'un autre? C'est intéressant ça parce qu'en fait, c'est un peu notre côté ingénieur. On a fait des études d'ingénieur, Mhm. mais tout est passé par le calcul. On a fait vraiment, c'est pas un business plan, mais une vraie étude pour savoir où le positionner. En fait, Hugo connaissait déjà une zone, il a eu une intuition, mais on pouvait pas rester là-dessus. Tu vois, nous on a besoin de chiffres, on veut du concret. Exactement. Donc là, on a sorti les calculettes et puis étant dans l'industrie, je sais manier les chiffres de grande échelle. Donc pour te donner un exemple, si je me dis qu'on peut avoir potentiellement une personne sur 200 qui va acheter du pain, eh ben, c'est un taux de transformation. Donc ça veut dire que la personne va acheter de 0,5%. Et ça, si je l'applique au nombre de passagers par jour, eh ben, j'ai quelque chose qui ressort, ça me donne un chiffre d'unités vendues. Mm. Les unités, ben, elles te rapportent un petit peu d'argent. Et quand tu as tout ce cumul de faits, tu sais si ce que tu payes et ce que tu gagnes, c'est viable ou non. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc dans les calculs, c'était viable sur le papier. Ouais, c'était viable. Tu veux qu'on te Ouais. donne des chiffres un peu plus précisément? Ah, carrément, si vous avez les calculs et les estimations de l'époque. Allez, Ouais, je les ai sous carrément. les yeux. Allez. Bon, je vais peut-être pas détailler toutes les lignes, sinon ça va prendre longtemps. Mais en gros, on s'était dit, l'investissement de la machine, en ayant recherché un peu sur le net, ça vaut dans les 5000 euros. L'installation, les frais d'installation dans les 3000. Mm. Est-ce qu'on pouvait entretenir tous les déplacements, les choses comme ça? Il y avait encore quelques centaines d'euros. Et la machine à la base que tu avais en tête, c'était une machine qui était dédiée à ça ou c'était une machine que vous auriez transformée pour faire un distributeur de pain? Non, c'était Non, une c'était machine une machine qui dédiée. était dédiée à ça. Ouais. Dédiée. Ouais. Et l'idée, c'était de pas en acheter une neuve, parce que ça coûte une blinde. C'était d'en acheter une d'occasion, et il y en avait sur le Bon Coin, et des pas très chers. Et apparemment en bon état, donc bon, bah, l'idée, c'était d'aller voir, et puis ensuite voilà, de tester, mais ça, c'est sur la partie chiffres. Je sais pas si tu voulais continuer. En gros, là, ce que Terry détaille, c'est la partie retour sur investissement, ce qu'on appelle ROI. C'est ce qui permet en fait de déterminer la rentabilité d'un projet. Et c'est en fait quasiment l'un des premiers calculs qu'on fait pour savoir si on veut continuer ou pas, quoi, si ça sert à quelque chose. Oui. Et sachant que nous, on l'avait poussé assez loin pour être sûr de nos chiffres. On avait Mm. mis des commissions bancaires, des risques de perte, des coûts Et éventuels de supérieurs. Enfin, voilà, on absolument. avait vraiment poussé le sujet. Et pour faire vraiment un summary, un bilan, c'est un coût annuel de 7500 euros et un revenu potentiel de 9060 euros. Donc en fait, on avait une rentabilité brute d'un peu plus de 20%. Donc c'est plutôt bien quand même. Plutôt bien. Sachant que je précise que nous, on avait une volonté aussi de faire un business qui soit vertueux, parce que on a aussi cette sensibilité-là. Et on avait prévu que 72 ou 74% des revenus reviennent au boulanger. Ok. Voilà. Ça, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus peut-être un peu plus tard. Mais Ouais. même plutôt de Tiens. manière générale, juste au niveau des chiffres. Donc là, vous nous avez dit combien est-ce que ça vous coûtait pour l'investissement initial et pour par an. Mais comment vous avez fait votre calcul pour savoir combien est-ce que ça peut vous rapporter, combien de gens vous allez pouvoir toucher? Tout ça, vous avez aussi calculé ou fait une estimation de Ouais. combien ça aurait pu être? Ouais, alors ça, c'est une très très bonne question. Justement, ça c'est là tous les chiffres qui étaient réannoncés, c'est de l'hypothèse et on s'est basé sur à la fois des chiffres qu'on a pu voir en faisant notre market research, donc étude de marché, mais aussi voilà en émettant des hypothèses tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les infos à chaque fois. Par contre, le chiffre clé qu'il fallait absolument qu'on ait, c'était le nombre de baguettes qu'on pouvait vendre potentiellement par jour. Et ce qui impliquait donc Nous, on voulait en fait l'emplacement où on voulait situer le distributeur de pain, c'était à une rocade. Enfin, pas une rocade, mais en tout cas un rond-point où il y avait beaucoup, beaucoup de passages. Et moi, je voulais savoir le nombre de voitures qui passaient par jour. Donc j'ai mis longtemps à chercher. Et, et un jour, j'ai revu, enfin, j'ai pu trouver
le chiffre, et je crois que c'est 12 000, si je me trompe pas, Terry, Ouais, par jour. 12 348. Exactement, 12 348 voitures par Belle jour. mémoire, Et Hugo. donc, ouais, et du coup, dis-toi que nous, on avait prévu, on était rentable, c'est même pas on avait prévu, on était rentable à partir de 30 baguettes par jour, je crois, vendues. 30 baguettes. C'est ça, Terry? Ouais. Sans les pertes, c'était 30. Et en C'est 30. considérant des pertes, un peu plus. Combien de capacité la machine? crois qu'on Alors, avait- je sais plus si c'est 50 ou 70, mais dans ces eaux-là. Ouais. C'était dans ces eaux-là, ouais. Ouais. D'accord. Donc en gros, on avait prévu pas une capacité maximale, parce qu'il peut y avoir des distributeurs de pain à genre 200 baguettes, c'est des gros distributeurs. Nous, on avait prévu un tout petit, parce que bah, forcément, un truc à 5 000 euros, c'est pas énorme. Plus de la perte, plus bah, du coup, toutes les baguettes qui ne sont pas achetées par jour, donc bah, de la perte directe en fait. Ou de la panne Surtout que tu d'ailleurs. peux on pas le avait garder, prévu le ça. pain, évidemment. Exactement. Et une chose que je voudrais préciser, c'est que nous, les baguettes, on les achetait au boulanger et en fait, on leur reversait l'argent quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire qu'on vend une baguette sur 30 ou 30 sur 30, et on paye 30 baguettes, dans tous les cas. Ouais, il fallait vraiment qu'ils s'y retrouvent. Et en l'occurrence, donc, comme j'avais dit, dans le village mon village d'origine, il y a 3 boulangeries. Et donc, bah, forcément, pour avoir l'idée de faire ça, il fallait quand même aller voir les boulangers. Donc je me Ouais. suis coltiné. Comment ça s'est passé? Ça me Ça a été bien rappelle des reçu choses. Est-ce que ça a été bien reçu par les artisans du coin ou mitigé? Ouais, bah, c'était mitigé. Alors, moi, j'ai un peu stressé au début parce que forcément, quand t'as jamais fait ça de ta vie, t'as jamais fait d'études de marché, il faut que tu te confrontes au réel et que tu dois aller les voir pour pitcher un peu ton projet. Et surtout que quand t'as 21, 22 ans, et Oui, c'est ça, tu vas t'étais dire, bah, vachement plus jeune en plus à l'époque. 21 ans. ouais, j'étais plus jeune. Je me suis retroussé les manches, je suis allé voir les premiers, ceux que je connaissais le plus, et ils m'ont dit bah pourquoi pas. Après, ils étaient pas trop, enfin voilà, ils étaient pas trop emballés parce qu'en fait, ils m'avaient dit que ils avaient déjà essayé le projet avec une mairie à genre une dizaine, quinzaine de kilomètres d'ici, et en fait, ils vendaient que dalle. Ils vendaient que dalle, ils vendaient d'accord. 1 à 2 baguettes par jour, et en fait, ils faisaient un quart d'heure de route et ça leur convenait pas du tout. C'était pas du tout rentable. Donc en fait, ils étaient très sceptiques là-dessus. Et, et moi, du coup, je leur ai vendu le projet, voilà, comme pas non plus, enfin comment dire, je leur ai pas vendu du rêve, je leur ai juste dit des choses concrètes, et en fait, ils ont compris et ils étaient partants. Donc ils s'attendaient à rien, et il nous fallait juste que nous on avance de notre côté pour voir ce que ça donne, quoi. D'accord. Donc c'était un peu l'idée. Après, je me souviens aussi qu'à l'époque, tu avais eu du mal à leur expliquer la valeur ajoutée de notre projet. Bah, Alors ouais, que ouais, nous, c'est- dans ouais, notre bien tête, sûr. c'était assez clair. En fait, Ouais, bien l'idée, sûr. c'était de leur proposer un marché qu'ils n'avaient pas encore. Mhm. Comme c'était pas exactement à l'intérieur de la ville, mais à la périphérie, c'est des gens qui de toute façon ne seraient pas venus chez eux. Et ouais. Sauf Exactement. que C'est va ça. leur expliquer ça quand tu es déjà en train d'essayer de réfléchir à comment faire le premier pas, à leur dire qu'ils vont gagner tant, que ci, que ça. En fait, ça faisait déjà beaucoup et on n'était Ouais. pas à l'aise sur le sujet. Et Mhm. en l'occurrence, c'est Hugo qui s'est présenté. Donc pour lui, c'était vraiment une première expérience commerciale, on va dire. Ouais, Donc et moi, je tu vois qu'il a eu un peu de mal avec ça. suis à l'aise à l'oral, hein, mais je suis, enfin, commercial. Je suis pas commercial, quoi. Et, je veux dire, j'aime pas vendre, j'aime pas passer pour tu sais, un rat requin. ou quelque chose. Ouais, c'est ça, un requin. Je peux Et comprendre. donc, bah, j'avais un peu cette impression-là, mais bon, le première expérience, ça s'est bien passé, et tu fais bien de le préciser, Terry. Mais effectivement, l'objectif, c'était pas de piquer le travail des artisans boulangers, c'était vraiment de leur apporter en fait une plus-value à leur métier, une Mhm. valeur supplémentaire. Et ça avait complètement du sens parce que le village dans lequel on voulait implanter le distributeur de pain, il avait donc, comme je disais, une nationale où il y avait 12 000 voitures qui passaient. Et encore, il y avait 3 portions et on n'avait pris qu'une portion. Et donc, il y en a, en fait, en réalité, il y en a plus. Et du coup, c'est les gens qui font du travail, qui passent par cette route-là pour aller au travail, en fait, ils s'arrêtent jamais dans le village pour repartir ensuite. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Donc là, en plaçant bien le distributeur de pain, les gens auraient pu potentiellement s'arrêter et donc générer du chiffre d'affaires supplémentaire pour les boulangers. Mhm. Et donc ça, c'était la première boulangerie, c'est ça? C'était la première boulangerie. Ensuite, donc il y en a eu une deuxième. Étant donné que la première s'était plutôt bien passée, je me suis dit,
j'y suis allé un petit peu de manière un peu confiante pour la deuxième. Et bon, bah, je vais pas faire durer le suspense. Je me suis fait éclater. Je me suis fait éclater. C'était une expérience hyper traumatisante. C'était terrible. Et, Il faut connaître ouais, Hugo pour le savoir, mais le gars fait 2 mètres, 100 kilos de muscles, et il s'est fait rouler. bah, en fait, c'était des gens, pour expliquer le contexte. En fait, j'ai clairement pas géré la situation, puisque de une, j'ai mal abordé le sujet. Et de deux, je suis arrivé, je crois, le week-end de Pâques, comme une fleur. Ils étaient fleur au fusil. surdébordés, la fleur au fusil. Enfin, j'avais prévu d'y aller tôt le matin, donc ce que j'ai fait. Mais en fait, ils étaient dans le jus complet. Et je leur ai balancé ça à la figure. Et en fait, ils m'ont dit, mais vous voulez nous voler notre travail, en fait? J'ai regardé, mais non, pas du tout. Et en fait, ils n'ont pas voulu C'était trop tard. comprendre. Ouais, c'était trop tard, en fait. Ouais, c'est se sentir agressé, quoi. Exactement. Ok. Jusqu'à venir, enfin, ouais, c'était une femme qui était là, et du coup, elle a appelé son mari jusqu'à me faire sortir de la boulangerie, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, donc Donc, c'est vraiment ouais, violent, quoi. bah, c'était pas violent, mais bon, ouais, fallait pas Oui, que je reste dans la boulangerie, quoi. Donc, ouais. j'étais pas serein, quoi. Donc le Mais, projet a été très mal pris. T'as pas vraiment eu le temps d'expliquer ce que tu comptais faire. j'ai pas eu le temps complètement, ouais. Donc, j'ai appelé Terry ensuite, une demi-heure après, j'ai fait, je suis pas bien. Je me sens mal. Parce Il que avait du coup, subi les le gens, baptême du feu. bah ouais, je voulais pas les blesser, et tu vois, je voulais vraiment pas passer pour un requin. C'est le pire des trucs. Tu vois, l'humain, il a besoin il a ce besoin d'acceptation de la part de l'autre, et donc voilà. C'était Bah, une d'autant que expérience assez. t'avais quand même des intentions assez nobles en y allant. Ouais, Et c'est ça le truc, ouais. C'est ça le truc, ouais. Mais t'as c'est ça le paru truc. être le requin du coin, quoi. Exactement. Oui, parce qu'à la Mm. limite, si t'avais des mauvaises intentions et que ça se passe mal, bon, bah, tant pis, c'était un peu le risque. Mais là, Oui. t'y allais en essayant d'établir une relation positive, ou win-win, ou je sais pas comment on pourrait dire. Exact. Et en fait, ça n'a pas été accepté. Ouais, complètement. Donc, non. Donc voilà, et puis, bah, du coup, pour finir, le troisième, là, du coup, j'ai mis beaucoup plus de temps pour aller le voir, bizarrement. Et en fait, il se trouve que ça a été le meilleur contact. Parce que la personne en face, elle avait un profil plutôt opportuniste, avec, tu vois, un regard, on va dire business sur le sujet. Mhm. Et elle a directement vu l'opportunité qu'il pouvait y avoir. Mhm. Et donc, eh ben, c'était hyper intéressant. Donc, on, on est resté en contact. Et puis, je savais qu'il y avait au moins 2 boulangeries sur les 3 qui pouvaient nous suivre. Et donc après, bah, il n'y avait plus qu'à faire tout le reste des démarches. Et c'est ce que tu disais justement qu'une boulangerie avait essayé de voir avec un maire du village. Et ça, c'est justement. Oui. Il doit y avoir toute une contrainte réglementaire pour pouvoir mettre en place un distributeur. Ben justement, c'est l'étape suivante, ça. Donc, Comment ça s'est passé? là, on avait vu déjà avec les principaux intéressés. Mhm. Nous, on avait fait nos calculs, on est sûr de nous. Maintenant, il faut faire valider le projet. Et pour le faire valider, effectivement, tu es obligé de passer par la ville parce que on n'allait pas louer un terrain pour mettre juste un distributeur. Donc, en fait, on avait besoin de l'accord de la ville. C'est exactement ça. Et pour les contacter, on s'est dit, ben, on va pas y aller à la fleur au fusil parce que apparemment ça marche pas, bizarrement. Donc on a préparé une plaquette. Et en fait, la plaquette, c'est une présentation commerciale d'un business plan. Donc en l'occurrence, là, on l'avait fait sur Canva. Et c'était vraiment très très bien fait, hein. J'aurais bien aimé recevoir ça de quelqu'un parce que on avait mis vraiment les formes et on a fait le minimum viable, c'est-à-dire on s'est présenté, on a présenté le projet, les chiffres potentiels, les gains pour les personnes intéressées, donc les boulangers et nous. Mhm. Et comme c'est une mairie, ben forcément le côté social, c'est hyper important. Et comme on connaissait déjà à l'avance l'interlocuteur, enfin pas forcément en personnel, mais on connaissait ses antécédents, on s'est adapté à lui aussi. C'est un banquier, donc on lui a mis 2 pages de calcul à la fin en option. Tu vois, sans lui présenter, hein, mais au moins c'est là et il peut garder la plaquette et puis le voir après. Absolument. Donc là, après, c'est Hugo qui a été encore une fois représentant.
Ouais, non, du coup, effectivement, ce que dit Terry, on parle de plaquettes, mais c'est clairement un business plan. Et donc, du coup, je me suis présenté comme ça un jour. Voilà, j'avais pris un rendez-vous avec le maire, donc je me présente. Voilà, moi, j'étais convaincu du projet, donc ça aide quand tu es convaincu à vendre ça. Et voilà, ça a été plutôt bien accueilli. Il a compris assez rapidement l'intérêt, étant donné que c'est un banquier, donc en tout cas ex-banquier, parce qu'il il est à la retraite. Et du coup, c'était plus facile de lui parler et de lui faire comprendre l'opportunité. On a eu le temps aussi de détailler, donc il a pu poser des questions. Ce qui fait que, tu vois, au lieu de. Enfin, contrairement en fait aux boulangeries où là, je les prenais très tôt le matin, vers 7h, pour éviter qu'ils soient dans le jus et que je les prenne. Enfin, d'ailleurs, ils étaient en train de bosser tout simplement. Là, du coup, c'était un rendez-vous bien défini et où on a pu un peu s'étaler sur le sujet. Et comment ça s'est passé alors avec le maire une fois que vous avez présenté votre projet? Alors, une fois qu'on a présenté le projet, il m'a dit écoute, le seul point qui pouvait pêcher, c'était la partie emplacement. Parce que là où on voulait mettre le distributeur, il n'y avait pas d'arrivée d'électricité. Et il n'y avait pas vraiment d'aménagement en fait pour accueillir des voitures. Donc c'était un petit problème. On avait prévu des travaux, évidemment, tu vois, typiquement une dalle pour mettre en place le distributeur. Mais du coup, fallait faire l'aménagement, donc avoir l'autorisation de la mairie, etc. Le seul problème, c'est que cet emplacement, il se situait dans une moitié. Alors, si c'était ça, le problème, c'était que ça appartenait moitié au département, moitié à la ville. Enfin, il y avait un truc comme ça, donc il m'a dit je sais pas si vous pouvez le mettre là ou pas. Et puis, dans tous les cas, si vous pouvez le mettre, il va falloir faire des travaux. Donc on est parti avec un oui, mais. Et finalement, je crois que c'était 3 semaines plus tard, on a reçu un call pour nous dire voilà, ça nous appartient pas et de toute façon, la zone, elle va s'industrialiser. Donc les projets sont pas pour tout de suite. Donc Ouais, merci, parce mais que c'est vrai qu'il y a un contexte autour de cette ville, c'est que l'endroit où on a ciblé, en fait, ça avait déjà été ciblé par des grands groupes. Alors, je peux peut-être pas les citer, mais c'est vraiment des très très grands groupes, des leaders. Et c'est des projets qui sont sur des années et où tu as besoin d'avoir l'accord, non pas régional, mais national. D'accord. Donc en fait, on pouvait pas casser ce projet-là pour faire nous un petit distributeur. Par contre, il était quand même assez bienveillant. C'est-à-dire qu'il a dit si quelque chose se débloque, je vous contacte. Il était assez dans l'accompagnement, il a bien aimé notre projet, il a bien aimé, je pense, le profil d'Hugo, donc c'était vraiment très bienveillant, ça c'est bon. Ça, c'était un bon point, effectivement. Et on s'est pas arrêté là, parce que du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ça nous faisait voilà, on est un petit peu déçus, étant donné qu'on connaissait la rentabilité du projet, qui était quand même assez exceptionnelle. Donc on s'est dit, on essaie de trouver d'autres solutions. J'avais d'autres idées d'endroits, et au final, après avoir fait d'autres calculs, etc., on a dit, c'est pas grave, on met de côté et on passe à autre chose, quoi. Tu avais calculé combien d'années avant que tu retombes sur tes pattes, avant que tu sois en positif, avec le coût de la machine, le coût de l'entretien, le coût des baguettes, tout ça? Très bonne question. Alors, j'ai les calculs sous les yeux, donc c'est parfait. Je viens de les retrouver juste avant que tu poses la question, c'est nickel. Donc, j'avais sorti trois projets. Un réaliste, un pessimiste et un optimiste. Sachant que nous, dans nos calculs, on est déjà assez pessimiste. Donc, tu peux te dire que le réaliste, il y a de bonnes chances qu'il arrive. Donc, en cas de 40 baguettes vendues, donc ça c'est pessimiste, on aurait 4,7 ans pour revenir sur nos pattes. Et ensuite, ce serait du bénéfice quasiment pur parce qu'il n'y a que les frais d'entretien. Le second, c'est 50 baguettes. Donc là, c'est en 3,19 ans, que 3,2. Et le troisième, donc là, c'est vraiment l'optimiste, c'est ce qu'on aurait aimé avoir. C'est 60 baguettes, et donc là, c'était 2,4 années. Donc en 2,4 ans, vous étiez déjà rentable avec ce projet. Ouais. Alors, avec ce qu'on espérait. Avec votre prévisionnel, ouais. Exactement. On était rentable au bout de moins de 3 ans. Et donc, un héroïde de moins de 3 ans, c'est pas mal, quoi. C'est sur une petite machine qui s'autofinance, c'est correct. Et qui est duplicable en plus. Et qui est duplicable, complètement. Et avec en plus, aussi très peu de gestion, ça c'est important. Parce qu'on essaie de trouver un business qui nous décorrèle du temps passé à le faire.
Mhm. Et là, en fait, c'est pas nous qui faisons les livraisons, c'est pas nous qui faisons les matières premières. On s'occupe juste de la gestion et de l'entretien, en fait. Exactement. Et Et pour les donc, autres il y a... emplacements, du coup? Ouais, vas-y, Hugo. Non, mais bah, pour les autres, comment ça pour les autres remplacements? Parce que du coup, celui-là n'a Bah, pas marché et tu disais que tu avais regardé d'autres emplacements qui auraient Ouais. potentiellement pu marcher. Vous avez dû refaire le Bon, calcul pour ces emplacements ou de suite vous vous êtes dit non, ça passera pas. on les a fait quand même, ouais. On On pouvait les a pas fait, rester mais sur une défaite, non, donc c'est on les vrai. a fait. Et je crois que c'est un de tes proches, Hugo, qui avait un terrain disponible, il me semble, c'est ça? Absolument, c'est un de mes proches qui avait un terrain disponible et en plus qui, sur ce terrain-là, avait un restaurant, mais au bord d'une nationale. Donc en fait, gros passage. Et donc on s'était dit, bah, pourquoi pas lui proposer, tu vois, de mettre un distributeur de plats pour en fait les routiers, parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent sur cette voie-là. Et donc on a commencé à faire des calculs justement sur ce nouveau projet de mettre des plats et tout ça. Sauf que là, ça posait d'autres questions de sanitaire. Déjà que le pain, ça posait des questions sanitaires, mais bon, Hmm. c'était pas trop étalé sur le sujet. Là, des plats, c'était Ouais. c'était un peu compliqué, quoi. Ouais. En fait, dès que c'est des denrées qui sont périssables et C'est comestibles en plus, tu as besoin d'avoir quelques autorisations, quelques accréditations aussi. Hmm. Et autant pour un seul produit, c'est assez simple, mais quand c'est une variété de produits, des choses qui changent en plus, c'est plus compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Et si quelqu'un écoute ce podcast et qu'il se dit bon bah ça a pas marché pour vous pour plusieurs raisons, mais que l'idée est super, est-ce que vous auriez un conseil ou un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui trouve l'idée intéressante de distributeur de pain, que vous auriez aimé peut-être entendre avant de vous lancer dans cette aventure? C'est des super questions, ça. Je pense que si la personne n'est pas à l'aise avec les chiffres, il faut qu'elle fasse dans cet ordre-là. D'abord, trouver à peu près le nombre de personnes qui passent, Mhm. prendre un pourcentage de prospects bas, en dessous d'1%, et se dire, ben, je vais avoir quelques centaines d'euros de frais. Combien il faut que je vende de baguettes? Si c'est un chiffre délirant du genre, je sais pas, 500 baguettes, bon bah tu peux arrêter. Si c'est Ouais. peut-être, je sais pas, 30, bon bah là c'est vraiment très intéressant. Vas-y. Mm. Et après il y a le côté plutôt humain. Là je vais te laisser faire, Hugo, parce que c'est toi qui as douillé dans cette histoire. Ouais, alors justement, je voulais aborder le sujet parce qu'on est allé un peu vite dans l'histoire, mais on a quand même passé beaucoup de temps sur l'avant-projet, c'est-à-dire avant, tu vois, d'aller voir le maire. Parce qu'il y a toutes ces parties de business plan, études de marché qui est ultra importante, qui est primordiale. Et en fait, dans tout projet. Là, on parle d'un distributeur de pain, un petit truc, voilà, où on vend 30 baguettes. Mais c'est valable pour ça, c'est valable pour un projet où tu veux créer la prochaine licorne, tu vois. C'est quoi pour vous la compétence ou les compétences les plus importantes qu'il faut avoir pour réussir dans ce projet? Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, c'est quoi les choses à mettre en avant? Peut-être le côté relations sociales, c'est ce que tu disais, ou le côté justement ingénieur calcul? Non, le côté Ouais. ingénieur calcul, c'est limite négatif en fait. D'accord. Parce que quand tu passes trop de temps à faire les calculs, bah t'en passes pas assez à faire le projet vraiment. Mhm. Du coup, je dirais qu'il faut passer un minimum de temps sur les calculs et un maximum sur aller voir des gens. Parce que c'est là que tu as les bonnes informations, tu as les bons contacts. Tu sais ce qui a pêché la fois d'avant et ce qui va aller mieux la fois d'après. Donc c'est vraiment plutôt le social et le fait de ne pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est un truc où on a un peu du mal au début. Et Hugo s'est fait un peu défoncer cette fois-là, mais moi j'avais eu d'autres projets avant où j'avais été commercial et c'est pareil, je m'étais fait arracher. Mais tu le sais que ça va arriver, donc une fois que tu le sais, c'est plus facile à accepter. Il faut y aller avec quand même de la joie, de la bonne humeur. Essayez de pas défoncer les gens non plus, toi en étant un requin, et ça va très bien se passer quand même. Et du coup, pour résumer, ouais, je te dirais que ce qu'on a appris, c'est quand même aller plus sur le terrain, parce que on faisait beaucoup de plans, et là, ça nous a fait comprendre que c'est pas le plus important de faire le plan, le plus important, c'est de le réaliser, parce que plus vite tu sais si c'est un oui ou un non, plus vite, soit tu passes à autre chose, soit tu lances vraiment le projet. Donc, exactement. Le minimum de calcul, c'est bien parce que sinon ça sert à rien, le projet sera pas rentable. Mais le minimum, c'est vraiment le mot, il faut ça, le minimum. Et aussi, on a eu des bons contacts. Je pense que Hugo, t'aurais jamais été voir l'adjoint au maire sans ce projet. Oui, complètement. Tu ne serais jamais allé parler entrepreneuriat avec les boulangers. Complètement, et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'était une expérience qui était très enrichissante et je pense qu'elle a été tremplin pour nous après sur ce qu'on veut plus tard et ce qu'on veut faire tout simplement. Donc
moi, ça m'a conforté en tout cas personnellement dans le fait que je voulais continuer sur ce côté entrepreneurial et développer d'autres projets, quoi. Mais toujours avec du sens, évidemment. Et peut-être une autre question peut-être un peu plus personnelle dans votre cas. Est-ce que vous êtes lancé dans ce projet à deux? Comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à collaborer efficacement, à faire une équipe tous les deux? Est-ce que le fait d'être amis, ça aide? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que les attentes sont les mêmes? C'est trop marrant comme question, mais franchement, moi, en tout cas, si je peux parler en premier, Thierry, tu me permettras. Ouais, vas-y. Mais pour moi, ça coulait de source. Enfin, je veux dire, Thierry, en fait, on se complète énormément. On a 4-5 ans de différence. Et je sais pas, dès la première année d'ingé, on a tout de suite, je sais pas, on a eu le coup de foudre amical, tu vois. Et c'est bien plus tard qu'on a commencé les projets ensemble, tu vois, à faire des points tous les mois sur nos finances perso, les livres qu'on lisait, les gens qu'on avait rencontrés. Et finalement, lancer ce projet, ça a été effectivement le premier truc qu'on a fait ensemble, qui s'est bien passé. Et on s'est complété parce que moi, du coup, j'avais plutôt le côté relationnel, côté terrain, et Thierry plutôt le côté calcul et expérience là-dedans. Je trouve que on s'en sort plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même plus facile de le faire à deux, parce que tu peux te reposer sur quelqu'un. Donc en fait, tu te remets toujours en question et on a ce côté où on se challenge tous les deux pour se porter vers le haut. Et moi, je trouve ça déjà incroyable et deuxièmement primordial pour aller plus loin. Ouais. En fait, il y a une belle phrase pour résumer ça, c'est que seul tu vas plus vite, mais à plusieurs tu vas plus loin. Complètement. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment notre relation avec Hugo. C'est-à-dire que mes compétences ne sont pas les siennes. Et en plus, comme on sait qu'on peut se faire confiance, c'est hyper important la confiance, mais nous on l'a bâti dès le début. Comme on sait qu'on peut se faire confiance, eh ben, on se laisse pas faire les mêmes tâches. Chacun fait quelque chose où il va se spécialiser, devenir compétent. Et du coup, comme ça, on bénéficie des qualités de chacun. Mais bon, comme tu l'as dit au début, c'est quand même dur au départ de pas faire tout toi-même parce que ça demande de lâcher prise, ça demande de laisser l'autre faire des choses qui te concernent. Mais c'est le secret de toute façon, la confiance. C'est comme dans le couple. C'est Hugo, c'est un peu mon deuxième couple. Mon Dieu. Et du coup, dernière question, j'imagine si quelqu'un nous écoute après autant de temps, ça veut dire qu'il vous a trouvé très intéressant dans votre projet, dans votre manière de parler, dans ce que vous dégagez. Où est-ce qu'un auditeur peut vous retrouver? C'est quoi le nom de votre podcast et qu'est-ce qu'on apprend en allant sur votre podcast? Alors, c'est une très bonne question. Le concept, il tourne effectivement autour de la création d'une communauté qui est bienveillante et on parle, voilà, on évolue ensemble, c'est clairement le concept. Mais on voulait aussi parler plein de choses parce qu'on a des appétences tous les deux, comme on l'a dit au tout début, différentes. Moi, c'est plutôt entrepreneurial, vous l'aurez remarqué. Thierry, c'est plutôt l'immobilier. Plutôt immobilier, ouais. C'est ça. Une semaine sur deux, en fait, on alterne, tout simplement. Et une fois par mois, on fait un point finance perso, où en gros, là, on parle d'investissement. Donc, ça rejoint un petit peu tes podcasts et on te cite souvent aussi, parce que t'es une référence pour nous. Donc on fait un point tous les mois comme ça et puis on parle, voilà, tu vois, la dernière fois, on a parlé d'épargne. Donc c'est un peu le concept. Et je pense qu'on va développer bientôt des interviews de personnes parce que c'est aussi hyper inspirant, tu vois, d'avoir le témoignage, comme on fait là. En fait, grosso modo, on évolue en même temps que les gens qui nous écoutent, puisque on est au démarrage, on donne tous les tips qu'on a, toutes les expériences qu'on a. Par exemple, moi, j'ai tenté de faire des achats immobiliers récemment qui malheureusement ont échoué. Je donne l'information sur pourquoi ça a échoué, quelles sont les choses que ça m'a rapporté. On les partage et on évolue en même temps que nos auditeurs. Exactement. Et sans langue de bois et en considérant bien que on passe tous par un moment donné où on a de l'échec. On en a parlé dans le distributeur de pain. Thierry en a parlé avec ses projets IMO. Moi, j'ai parlé de certaines commandes que j'ai eues avec Sillage qui ne sont pas forcément bien passées. Et on passe tous par là. Et aujourd'hui, je trouve que, tous les deux, on a trouvé qu'il y a trop de positifs, de vendeurs de rêves qui te disent, voilà, moi j'ai réussi, je te dis comment en faire en 5 étapes, tu vois. Et il y a personne, ou très peu de personnes qui disent, attends, moi j'en suis là, c'est ça mes objectifs,
et viens, on y va ensemble, tu vois. Donc on peut se tromper, ça nous arrive souvent, mais en tout cas, voilà, ça, c'est humain, quoi. Écoutez, merci les gars, merci d'être passés sur le podcast. Merci à toi. C'est un honneur, C'est- franchement. Ça fait super Franchement, plaisir. Et moi, comme je disais, c'est un podcast que je suis régulièrement hein, quand je cuisine ou quand je conduis. J'adore mettre un épisode et j'apprends plein de trucs. Donc c'est trop cool et c'est quelque chose que je recommande énormément pour ceux qui nous écoutent. Ah, merci. Et toi qui nous écoutes, tu fais bien de suivre Baguette Finance parce que franchement, c'est. Non, mais vraiment. C'est de la enfin, bombe. non, mais vraiment. enfin, Pas très actif, faut faire les pas très actif dernièrement, mais Ouais, mais c'est justement c'est la qualité qui prime et pas la quantité, tu vois. c'est Et nous, on continue à citer tes vidéos et je les donne régulièrement à des proches, donc tu vois, ça marche quand même. trop bien. C'est pour ça que j'ai encore des vues. Merci les gars. Merci à toi.